Bonjour et bienvenue sur 697 IA. Et comme l'intelligence artificielle impacte des tas de domaines de notre vie et de la vie courante, on va encore avoir une émission très riche. On verra par exemple une tablette tactile, un procédé d'affichage basse consommation. Nous verrons comment transformer la parole en image et où on découvrira ensemble un nouveau procédé de chauffage rayonnant. Question également, est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, va tuer le travail? Est-ce que l'IA nous promet, comme certains le prédisent, une flopée de chômeurs? Tout ça, c'est ici, à Chalon-sur-Saône, avec le grand jury et en public. Générique. Bonjour à tous et bienvenue à Chalon-sur-Saône, dans les anciennes usines Kodak, un très beau studio pour une émission pas tout à fait comme les autres. D'abord, elle est en public, vous intervenez quand vous voulez, vous avez le droit, donc vous avez presque le devoir d'intervenir, de poser toutes les questions possibles. Une télévision pas tout à fait comme les autres, elle s'appelle 697 IA. IA comme intelligence artificielle. Il y aura beaucoup d'intelligence artificielle et d'intelligence tout court. On parlera de deep learning, on parlera de la boîte noire, on parlera de tout ce qui concerne l'intelligence artificielle avec des startups, on verra ça tout à l'heure, des invités prestigieux, je vous les présenterai tout à l'heure, et puis un invité, un intervenant pas tout à fait comme les autres. Michel, bonjour. Mettez-vous dans la lumière. Bonjour, ça va? Oui. Bonjour. Michel, vous êtes consultant. Oui. Alors, je suis consultant en innovation. Innovation et prof. Et prof d'innovation. À Polytechnique et puis... À l'EPITA surtout. Et à l'EPITA surtout. Je m'occupe de la partie conseil et innovation de l'EPITA. Installez-vous. Merci. Le grand jury devant vous. Bonjour, vous poserez des questions tout à l'heure. On lui laisse quoi? 15 minutes 15 minutes sur un thème alors qui nous concerne tous, c'est le travail et l'IA. Il paraît que l'IA va nous empêcher de travailler. Vous dites non. L'IA, l'intelligence artificielle, ne va pas tuer le travail parce que... Il est déjà mort. Parce que le travail est déjà mort. Oui. Ben, ça commence bien. Ça commence fort. Donc, alors, reprenons au début. Est-ce que l'IA va, oui ou non, faire des tas de chômeurs? Alors, l'IA va changer des choses. Et à chaque fois qu'il y a une révolution, on imagine plein de choses, mais on est encore dans l'ancien monde. Et donc, on projette son petit monde et sa vision du monde sur le monde à venir. On vous dit qu'on est déjà vieux, quoi. Oui, on l'est toujours. Comme des vieux. Quand on est sous Louis XVI, on n'arrive pas à penser la révolution. On est encore un peu la révolution IA qui arrive. Nous, on est un peu les Louis XVI de la technologie, et donc on est encore en train de penser dans un ancien paradigme. Bon, et on a tort. Non, on n'a pas tort. On a tort de vivre dans notre époque, mais l'époque qui arrive va changer. Et une des choses qui change, c'est que historiquement, on a remplacé les gens qui faisaient du travail manuel par des machines. C'est un peu ça, la façon dont on a vécu les changements. Ce que fait l'IA, c'est que ça ne change pas que ça. Et qu'il y a des choses qui étaient pour nous réservées, comme du travail d'architecte, du travail de chirurgien, des choses qui étaient des travails créatifs, même d'artistes, et qui sont en train petit à petit de basculer du côté de l'IA. Et ça, c'est très étonnant de notre point de vue. Bon, on sait quels sont les métiers qui vont disparaître. Est-ce que l'idiome de dire si vous faites aujourd'hui le même travail qu'hier, vous serez remplacé demain par un robot, vrai? Alors, d'abord, je n'ai pas de boule de cristal. On peut juste voir ce qui est en train de se passer. Si je regarde les gens qui font le métier de transporter, par exemple, transporter des hommes ou transporter des marchandises, on a vu l'ubérisation, et le projet d'Uber, depuis le début, c'est de remplacer le chauffeur par un robot. C'est ça le projet. C'est-à-dire que Uber n'a pas monté une entreprise pour faire du taxi, en gros pour faire VTC. Uber a monté une entreprise pour quelque chose de très simple, qui est de dire on va apprendre avec les humains aux machines pour que les machines puissent faire à la place des humains. Parce que le final, c'est la voiture autonome, la voiture sans chauffeur. Et la voiture autonome, c'est pour la fin de l'année prochaine ou dans un an. Encore une fois, on n'est pas là, mais les deux choses qui ont changé, c'est les technologies existent, on a eu tous les essais possibles, et les lois ont changé. Ce qui a été un élément intéressant, c'est il y a 1 an et demi, 2 ans,
la loi de New York qui permettait l'utilisation d'une voiture autonome est passée. Et là, il y a eu un espèce d'effet de bascule. Vous savez qu'on enregistre. Oui. On se retrouve dans un an. Dans un an, s'il n'y a pas de voiture autonome, vous êtes puni. Hein. Alors, je ne suis pas resté. Voilà. Encore une fois, je ne fais pas de prospective. J'essaye juste d'éclairer le chemin en se disant, mais quelles sont les choses qui sont en train de changer? Pareil pour le transport de marchandises, on sait faire depuis longtemps. C'est-à-dire que ça a commencé, c'est souvent l'armée qui est en avance de phase sur les révolutions technologiques. Et là encore, on a eu, pendant la guerre d'Afghanistan, un tiers des camions qui transportaient du matériel qui étaient menés par des robots et qui n'étaient pas menés par des humains, à cause des IED, à cause des... Voilà. Camions de logistique, hein, essentiellement. Voilà. Pas de transport de troupes. Donc, est-ce que tous les gens qui font du transport vont être remplacés? Je ne crois jamais ça, puisque à chaque fois qu'il y a un mouvement qui se met en place, il y a un contre-mouvement qui se met en place. Quand on a eu tous des petites montres à 3 €, on dirait aujourd'hui, on a eu en même temps le Jura suisse qui a explosé sur les montres très très chères. Donc on a toujours des effets de seuil, enfin des effets de contre. Quand il y a du grand public, il y a du haut de gamme. Voilà, mais à un moment donné, on voit bien qu'il y a beaucoup de métiers qui vont être impactés, qui le sont déjà, en logistique. Bon, faites-moi peur, rappelez-moi. On voit déjà aujourd'hui chez Amazon. Par exemple, le travail de cariste, vous savez, le Fenwick, la personne qui déplace les chariots, qui déplace les caisses. En gros, aujourd'hui, ça a été automatisé dans les usines d'Amazon. Le picking. Voilà. On a eu des petits robots qui sont capables de porter des grosses charges et de les déplacer, de les emmener dans On pense à la caissière des supermarchés également. Alors, je ne suis pas sûr, en fait. Ah oui. Une des façons de le penser, c'est que les robots, parce que là, on est en train de passer d'IA aux robots, les robots, ça coûte très cher, en fait. Et donc, c'est un vrai investissement. Et à un moment donné, si j'étais directeur d'un hôpital, j'ai choix. En gros, je change quoi? Je dois remplacer, je me dis, tiens, allez, on se lance dans les robots et on vire les gens, on va gagner de l'argent. Oui. Soyons dans un modèle totalement voilà, insensible et tout ça. On est des killers. Allez, on y va, on va faire des cost killing et on va faire des investissements, on est de l'avenir et tout. Admettons qu'on fasse ça. Je fais quoi en fait? Je remplace les aides-soignantes qui sont nombreuses, qui font un travail de proximité, très compliqué en plus techniquement, le nombre de gestes et la façon de le faire, la proximité, le fait de sentir la personne, y compris avec des personnes âgées pour pouvoir les déplacer. Est-ce que, elles sont mal payées, on va dire les choses bêtement, ou est-ce que je change un chirurgien en robot chirurgien qui fait quelque chose qui va être infiniment plus précis et avec moins de gestion de risque? Finalement, le chirurgien a plus peur de l'avenir que l'aide-soignante. Eh bien, sur la communauté médicale, c'est en train de converger sur le fait de dire qu'à 10 ans, la microchirurgie ne sera plus faite par un humain. Je vous vois là. Vous gardez vos questions. Hein. Les questions, c'est pour tout à l'heure. Vous dites, Michel, qu'il y a une grande différence entre l'activité et le travail. C'est pas pareil. Oui, et je pense que c'est pour ça que je disais que le travail est mort. C'est que moi, j'ai connu le travail quand j'étais petit. Il se trouve que, vous avez des cheveux blonds, moi pas, mais je vous regardais quand j'étais petit, alors voilà, je ne peux pas m'en empêcher. Bon. C'était il y a très 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 longtemps. Voilà, on se rappelle, c'était au début de ce millénaire. Le troisième. Je me souviens du travail. C'est-à-dire, c'est quelque chose où j'allais le matin, je faisais quelque chose et c'était fini le soir. Et je pouvais le raconter à un enfant de 8 ans. C'est quelque chose qui avait un sens. Oui. Ça a basculé. Je ne dis pas que les gens ne font plus rien. Et les gens sont dans une espèce de suractivité. Tous, on travaille beaucoup, beaucoup. Mais le nombre de choses que nous produisons par jour, que nous finissons par jour, avec le sentiment d'accomplissement par jour, baisse. On peut prendre 2-3 exemples. Oui. Typiquement, on prenait des décisions. Aujourd'hui, dans une entreprise, il faut combien de réunions pour prendre une décision? Combien de mails? Combien de PowerPoint? Combien par rapport à il y a 10 ans? Juste avant-après. Donc, tendanciellement, on a commencé à se raconter de plus en plus de choses. Ce n'est pas de la négociation, c'est juste que nous avons collectivement fait face à la complexité. Je modère un instant vos propos. Je pense que mon invité à droite devrait réagir. On est à Chalon-sur-Saône, donc on n'est pas grosse entreprise. Il y a beaucoup de TI, de taille intermédiaire, et beaucoup dans l'industrie. C'est eux qui créent de la valeur. Hein, exactement. Vive l'industrie, elle n'est pas morte, bien au contraire. Je vous ai interrompu, pardon. Donc le travail et l'activité, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on travaille différemment, ça voulait dire? Alors non, on ne travaille pas différemment, on travaille de moins en moins. C'est-à-dire que c'est de plus en plus de process. C'est-à-dire qu'on raconte comment on va travailler. Donc on fait des grilles pour dire voilà toutes les choses qu'il faut faire, on fait des tas de tâches, et puis après on remplit les tâches. Ce n'est pas du travail, c'est autre chose. C'est pas mal, ça produit des choses. Typiquement le pain. On avait des boulangers. Le boulanger, il prend du pain, il prend de la farine, il prend de la farine, de l'eau, de la levure et un peu de chaleur, il pétrit tout ça et il nous fait du pain. Ça, c'est un travail. Quand ça devient quelque chose absolument normé,
où je rentre dans un process et je dois faire la même tâche, de la même façon, absolument organisée, tout ça, là, la qualité personnelle du boulanger, l'effort qu'il y met, son envie de produire du pain n'est pas la même. On est en train de rentrer dans quelque chose où il est interchangeable. Tout ce qui est passé en process pourra passer en IA. C'est-à-dire tout ce qu'on a été capable de définir d'une façon très précise, ce qu'on avait fait dans l'industrie dans les années 60 avec le taylorisme. En gros, quand on a été capable de découper les tâches, on a été capable de mettre des robots à la place. On est en train de faire pareil sur le commercial, on est en train de faire pareil sur la relation, sur l'ensemble de la relation client, on est en train de faire pareil sur des tâches intellectuelles supérieures. Si c'est processé, alors ça peut être remplacé. À partir du moment où il y a un process, oui. il y a un projet derrière, ça peut être remplacé par une machine. On retombe sur nos pattes avec l'IA. L'IA donc va changer tout cela. Alors, on aurait voulu préparer le fait de remplacer les humains par... on aurait fait du process. Voilà, on aurait défini les tâches pour pouvoir les remplacer. C'est ce qu'avaient fait à la main du temps du taylorisme les ingénieurs des méthodes, qui étaient capables de découper le geste intelligent de l'ouvrier pour être capable de le découper en fonction. Alors, bon, on a l'image de Ford, qui est vraiment, donc moi j'étais sur la chaîne, je faisais tac-tac tous les jours, tac-tac tous les jours, j'ai été remplacé par un robot. Aujourd'hui, le boulanger qui ne fait qu'un diagramme, que le process. Le commercial, on avait des gens qui étaient dans une relation personnelle avec leurs clients, ils avaient leurs clients, et on allait prendre un verre ou pas, on avait une relation très interpersonnelle. Ce qui se passe sur les plateaux de commerciaux sont des choses qui ont été totalement préparés, avec des gens qui sont totalement remplaçables et qui peuvent d'ailleurs donner des prénoms qui ne sont pas les leurs. On est sur quelque chose qui est tout prêt pour basculer du côté des bots, que ce soit les chatbots d'un côté ou les voicebots de l'autre. On cessera de boire un coup avec nos clients. Ah ben, on est en Bourgogne, vous rappelez. Alors, moi, je pense le contraire, en vrai. C'est-à-dire que ce que je crois, c'est qu'il est possible de retravailler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut prendre un exemple. Il y a une entreprise qui s'appelle Golem qui travaille, qui fait de l'IA et donc qui est en train de remplacer très calmement un certain nombre de choses. Mais qu'est-ce que ça donne comme marge de manœuvre aux entreprises ? Une entreprise qui faisait de l'évaluation technique pour les bâtiments, donc qui reçoit des très gros dossiers et dont on est en train de vérifier tous les points du dossier tous les jours. Oui. Voilà, ça fait du travail pour beaucoup de gens qui n'est pas un travail hyper intéressant et qui peut être facilement processé. Ce travail-là a été remplacé. Donc on est passé d'une journée pour un dossier, je sais pas, ou une heure pour un dossier, à quelques secondes par la machine. Ça n'est que de la relecture d'un dossier existant. Ce n'est pas très qualitatif. Et bien, l'ensemble de ces personnes-là ont été mises sur le terrain pour aller voir pour de vrai la façon dont ça fonctionnait. Ah, c'est une bonne nouvelle. Mais oui, c'en est une. Ce que je crois, c'est qu'on va retrouver le travail alors qu'on l'a perdu. Et je pense que l'IA libère de l'espace. Je ne pense pas que ce soit vrai partout. Est-ce qu'il y aura du chômage ? Oui, vraisemblablement. Est-ce qu'il y aura aussi de la redécouverte et de la re-relation ? Eh bien oui, parce qu'une fois qu'on a tout fait dans le process, eh ben on a besoin d'humains. Et quand je vais dans un hôpital, je veux bien qu'on me réponde d'une façon technique, mais je veux aussi je veux pouvoir faire confiance. Il n'est pas suffisant de pouvoir avoir ça. Je crois qu'il y a un espoir pour qu'on récupère du travail grâce à l'IA. Alors, je vous prends un peu de temps sur votre intervention, parce que je pense que les questions vont... Il y en a plein. Juste une sorte de conclusion. C'est-à-dire que si moi, je ne veux pas être remplacé demain par une intelligence artificielle, un robot, un algorithme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ah ben, à un moment donné, il faut que j'évite d'accepter le moment où on vient de me dire « Ah, on appelle ça du fonctionnel ». Le méchant, c'est le fonctionnel dans l'idée, c'est la personne qui va être capable de définir ce qu'on fait. Typiquement, si on dit « Bon, alors Jérôme, ça marche comment une émission ? Racontez-nous. On va faire les 10 étapes, voilà. Ouais. » Ça, c'est le mauvais moment, c'est le moment qui n'est pas bon. Il faut le refuser, voilà. Si on veut saboter le projet, c'est celui-là. Et après, il faut de nouveau avoir envie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a eu peur pour notre travail. Oui. À un moment donné, on a fait tous les efforts qu'on a bien pu. Dans les années 80, c'est parce qu'on faisait des efforts et puis ça irait mieux. Puis après, bon, on a continué à faire des efforts. Voilà. Non, j'ai pas envie de faire mon boulot. Ouais, enfin, c'est ce que je dis tout le monde. Hein. C'est exactement ça. Et en gros, mais il va falloir avoir envie de quelque chose. Et avoir envie, c'est un truc qu'aujourd'hui, la machine ne sait pas faire. Et avoir envie, c'est créer, c'est à un moment donné, dans tous les métiers. Je suis avec la caissière. En gros, on est en train aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des caisses automatiques qui sont en train de se mettre en place et des caissières. Il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et pas que des vieux, moi par exemple, je préfère un humain. Mais moi aussi. Voilà. Et il y a... Non, mais vous, je disais pas que des vieux, mais... Bon. Non, mais avec la caissière, on parle de la pluie et du beau temps. Voilà, à un moment donné, il se passe quelque chose avec quelqu'un. En tant que client, si je fais ça, il y a une chose. Et si la caissière est une caissière elle-même automatique dans sa tête, c'est-à-dire quelqu'un qui fait bip, bip toute la journée, d'accord. Alors elle est remplaçable par un bip bip, elle ne le fera pas mieux.
Mais si la caissière a une personnalité, si la caissière tout d'un coup accepte d'être elle-même, si l'entreprise accepte de lui laisser pas de créer un rôle, mais à un moment donné de travailler comme on le faisait avant. Quand la caissière de notre enfance, c'était emmerdante comme la pluie, il se passait plein de trucs et tout ça. Oui. On se faisait insulter. Enfin, Oui, voilà, mais au moins, il y avait de la vie au il se moins. passait quelque chose. Voilà. Oh, je n'aime pas cette caissière, je vais à l'autre. Voilà, recréer de la vie dans la vie. Alors à ce moment-là, est-ce que je préférais le bip ou est-ce que je préférais la personne? Clairement, je préférerais la personne. Donc pour titrer, ça veut dire qu'il faudrait qu'on retravaille. Ah ben j'espère ça. Il y a en tout cas un besoin de sens. Et le besoin de sens, c'est pas des valeurs et tout ça, c'est juste le fait que je vais faire un truc et j'ai vu que ça marche et je le fais avec des gens. Et il y a besoin de ça, les gens ont besoin de trouver du sens et ils ont besoin de relations. Et ça, c'est du travail. Le travail n'est pas mort, il faudrait qu'on le retrouve. Oui. On retrouve en fait la dignité, la créativité, l'intention, l'humain. Oui, et en gros, on a considéré que ça, c'était bien pour les gens très très importants, qui avaient fait plein d'études et tout. Et en fait, plus ça avance et plus on voit que toute la chaîne, et particulièrement les gens qui sont au contact. Donc, tout d'un coup, moi, quand je vais voir un vendeur qui a été formaté vendeur, j'ai pas envie d'acheter. Et quand je vois un vendeur qui a aussi un peu de personnalité, un peu de profondeur et tout ça, et qui n'est pas juste en train de dire « bonjour », voilà. Est-ce que vous avez envie de répondre au téléphone à quelqu'un qui a un petit sketch déjà tout écrit? Oui. Ou est-ce que vous avez envie d'avoir des vraies personnes en face de vous? Tout d'un coup, on va récupérer ça. Et c'est pour ça que plus on a avancé, plus on est avancé sur quelque chose qui était formaté. Donc c'est très parisien, c'est très froid, c'est très tout ça. Oui, oui. Et plus on va avoir d'intérêt à avoir, on a le droit d'avoir son accent, on a le droit d'exister, on a le droit d'être quelqu'un, on a le droit d'avoir des humeurs, on a le droit de, pas de les faire porter sur son client, mais on a le droit de créer quelque chose qui est un peu plus que, je sais pas, l'animateur standard versus vous. J'adore la façon dont vous avez inversé le pessimisme en disant prenons notre destin en main, retravaillons, c'est-à-dire remettons de l'humain. Pour autant, est-ce que ça crée du chômage ou pas? Moi, je pense que ça crée aussi du chômage. Je ne veux pas non plus être... Oui, mais ça crée aussi non, de c'est super, nouveaux emplois. tout va s'arrêter. Je ne sais pas. Alors ça, on ne sait pas le calculer aujourd'hui. Ça, c'est un truc... Il y a une étude de McKinsey qui dit ouais, c'est trop bien, ça va créer plein d'emplois. J'y crois pas une seconde. Alors, on va le faire comme ça. Est-ce qu'à chaque fois qu'on a une révolution, il y a eu des tas de propositions différentes qui sont arrivées? Oui. Typiquement, quand Amazon est arrivé, on s'est dit OK, c'est fini les magasins en ligne et tout ça. La part d'Amazon ne cesse d'augmenter. Et à un moment donné, il y a eu des magasins physiques Amazon. Oui. Même ça. La librairie française devait être morte. Il y a par exemple un collectif qui s'appelle Librest dans l'Est parisien, 7 libraires qui ont décidé qu'ils n'allaient pas se battre contre Amazon, c'était mort. Mais ils pouvaient grignoter de l'intérieur. Et donc ils pouvaient eux-mêmes avoir une plateforme, utiliser les mêmes outils parce qu'ils avaient finalement plus de stock qu'Amazon à 7, plus de livres disponibles sur la France et plus de proximité. Et donc, en repensant le projet de l'intérieur, on gagne, c'est pas fatalement le plus gros qui gagne parce que finalement, les algos sont pas chers. Et le seuil d'entrée capitalistique, c'est-à-dire l'argent qu'il faut mettre pour pouvoir travailler, il est plutôt pas cher en ce moment sur l'IA. Et donc, ça permet avec un ou deux petits jeunes, notamment de l'EPITA, de faire des choses qui sont absolument incroyables. Et on n'a pas besoin d'être monsieur très très riche ou la plus grande multinationale pour y arriver. Merci. Dernière question très rapide, l'EPITA, c'est une école qui forme quoi? C'est une grande école d'ingénieurs, elle forme des ingénieurs en informatique. Et s'il vous plaît, ne me demandez pas si je n'ai pas un petit gars pour faire un truc, parce que c'est la demande qu'il y a en ce moment. On manque d'ingénieurs en informatique en ce moment, ils ont bonne réputation. Et donc, j'ai beaucoup d'amis en ce moment qui... voilà. On reparlera de l'EPITA, parce que c'est quand même vous serez la bienvenue. Une belle poupinière. Ouais. Alors, plein de questions, mais pas une fois, vous êtes les experts, mais tout le monde est expert, et en particulier dans le public. Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent? N'hésitez pas. Alors, je vous passerai le micro tout à l'heure, c'est important. Bon, on va commencer par vous. Bonjour. Nom, prénom, âge et qualité. En fait, vous êtes le boss d'ici. Hein. Je suis le gentil organisateur pour que les choses se passent bien. Et il n'y a pratiquement plus de boss avec l'intelligence artificielle, puisque ça vient d'ailleurs, de quelque part. Alors, je vous présente, mais vous le connaissiez déjà, Éric Michaud, patron de Galilée, qui est une sorte de cluster formidable, avec plein d'entreprises dans l'industrie. L'industrie, voilà. Vous avez les mains sales. Elles ne sont jamais sales, elles sont propres du travail. D'accord, mais dans le cambouis. Vous êtes dans le cambouis. On est dans le cambouis. On est de moins en moins, d'ailleurs, c'est une image assez peu flatteuse de l'industrie, qui peut d'ailleurs révolter la jeunesse, parce que l'industrie, c'est plus le cambouis. Moi, il y a quelque chose qui me choque toujours, c'est quand on parle d'industrie, il y a toujours une communication où on voit un soudeur avec son casque et sa torche. Et on se dit,
à des jeunes, c'est ça l'industrie. Eh ben non, c'est pas ça. L'industrie, c'est ce que vous venez de décrire. Oui, c'est évidemment l'intelligence, la créativité, et c'est en ce sens que l'intelligence artificielle va beaucoup aider le développement de l'industrie et de la PME en particulier. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Michel Sasson? Et c'est en tout cas des paroles qui rassurent, puisque le travail n'est pas mort. Évidemment, tout dépend de ce qu'on appelle, on va définir le mot travail, qu'est-ce qu'il est. Il est aujourd'hui quelque chose, il était quelque chose d'autre avant, il sera quelque chose d'autre dans le futur. Bien malin qui pourra dire ce qu'est le travail. En fait, l'action de l'homme dans la société va très certainement évoluer, aidée par l'intelligence artificielle ou tout ce qui touche autour du numérique et ces choses-là. Encore une fois, je ne vous demandais pas votre sentiment. Est-ce que vous avez une question à poser à Michel? Oui, alors une question pratique, c'est comment va-t-on rentrer dans la PME justement tout ce qui touche autour de l'intelligence artificielle, du numérique, sur la modification de la chaîne de la valeur ajoutée? Alors la PME a une chance que n'a pas le grand groupe. Elle a 2 chances, voire 3. Une première chance, c'est qu'elle est proche de ses clients. Le grand groupe fait appel à un cabinet de consultants et donc il y a plein de filtres et on rencontre plein de gens. À un moment donné, quand vous travaillez pour, je sais pas, pour Renault, pour Michelin, pour des acteurs, vous les connaissez personnellement et donc la vitesse à laquelle vous pouvez réagir et les problématiques que vous pouvez créer, la capacité vous-même à vous transformer est plus grande que sur un immense paquebot. En gros, ils boivent des coups. Et c'est plus ça, voilà, ou du moins on est obligé de s'y intéresser parce que le retour du réel, c'est ce qui m'intéresse le plus. Le réel, c'est toujours les autres. Deuxième avantage. C'est ce qu'on me dit que j'ai pas envie d'entendre. Deuxième, on est petit, donc on peut changer rapidement. Ça, c'est intéressant. Et 3, je pense que l'intelligence artificielle, on a toujours l'idée qu'on va l'utiliser pour soi. C'est-à-dire qu'on va améliorer, on a un process et on va l'améliorer. C'est super et pourquoi pas. Mais si on l'améliorait pour les autres, c'est-à-dire qu'à un moment donné, y compris les gros, ont des tas de difficultés à mettre en place des choses. Et donc d'être capable, d'une façon ou d'une autre, de prendre le problème, d'aller chercher des petits jeunes et de créer un incubateur, c'est peut-être pas une mauvaise idée que vous auriez eue par exemple, être capable d'aller chercher, en gros de créer une petite écologie, toujours à taille humaine parce que dès que ça devient grand, c'est plus drôle, enfin ça devient de nouveau un process, mais une écologie avec des gens pour qui on peut avoir de l'estime et qu'on suit, avec qui on fait quelque chose. Et à ce moment-là, on n'adresse pas simplement les problèmes de ces entreprises, mais les problèmes d'abord de ses clients. Et en fait, on va remonter en technologie sur ces entreprises après avoir résolu les problèmes des clients. Je pense que c'est une bonne façon de ne pas investir pour soi avec le retour pour investissement, mais d'investir pour le client et donc d'avoir le retour sur investissement et la courbe d'apprentissage qui arrive au fur et à mesure. C'est ce que je ferais. Passionnellement, il faudra faire plus court. Hein. Pardon. Anne Peneumanac, bonjour. Vous êtes la patronne, la mère maquerelle d'un incubateur. Vous avez des termes, Jérôme. L'animatrice. Je suis l'animatrice en fait d'un incubateur de start-up qui se trouve à Lyon, qui s'appelle Boost in Lyon. Boost in Lyon. Nous accompagnons une vingtaine de projets par an, locaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes et internationaux au travers du dispositif French Tech Visa. Mais votre incubateur a une âme, c'est pour ça, et un esprit et une façon de faire. Et on s'y sent bien, c'est pour ça que je vous appelle. Je vous en veux pas du tout, j'adore. Question à Michel. Michel, tu as parlé de la microchirurgie. Oui. Moi, j'ai souvent tendance à penser que l'intelligence artificielle sur ce domaine sera plutôt complémentaire en fait à l'homme. Et tu as parlé en fait des caissières ou des caissiers. Oui. Et là-dessus, on est plutôt sur de l'automatisation. Oui. En tout cas, ce sont 2 exemples qui démontrent qu'il y a une évolution, un changement dans les métiers. Oui. Est-ce que l'éducation nationale n'aurait pas sa part de responsabilité un petit peu Ça serait quoi, ça veut dire quoi? Peut-être qu'elle forme aujourd'hui à des métiers qui n'existent plus demain. Alors, moi, je ne sais pas quels sont les métiers qui existent demain. Donc, et bien malin, la personne qui pourra le dire. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'on va être surpris. On peut le dire comme ça, d'une façon claire. La responsabilité de l'éducation nationale, elle est infinie en France, puisque la France existe par son école. En gros, on est français parce qu'on va à l'école française. C'est pas pareil que les États-Unis parce qu'on est né sur le sol américain. Nous, c'est l'école qui... Et donc, à chaque fois qu'il y a un problème, ça finit toujours dans tous les débats par non, mais il faut mettre le paquet sur l'éducation, et tout le monde fait ah ouais, comme ça. Donc, ah ouais, c'est de la faute de l'éducation nationale, allons-y et tout, ça va être bien. Ce que je crois, c'est qu'on a créé quelque chose en termes d'école qui était sur une base un peu de long terme. Notre idée, c'est on va aller vers des métiers. Et on dit, bah oui, mais ça change. Donc il faut bien qu'il y ait une partie des enseignements
qui soit lié à ce que je suis capable de créer, développer et avoir du désir. Et l'école française a du mal à donner du désir. On aime bien expliquer qu'on est nul et qu'on a du mal et que « Ah, t'as pas fait Polytechnique, t'es qu'un nul et tout. » Enfin, même à Polytechnique, il y a des gens qui ne sont pas dans les 20 meilleurs. Alors, putain, quelle horreur. Voilà, on a quelque chose, on n'est pas très... Voilà, on ne supporte pas, on ne pousse pas beaucoup. Donc on pourrait déjà donner un peu confiance. Ça serait le premier, dans un pays qui a moyennement confiance. Dans un deuxième, on pourrait aller chercher des savoir-faire un peu particuliers pour que les gens puissent changer. Le projet que j'ai à l'intérieur de ma majeure, donc à l'EPITA, c'est de dire, mais finalement, les grandes écoles font toutes pareilles, Mathsup, Maths P, après il y a un tronc commun, et après il y a des spécialités qui vont vers des métiers. Et sur un truc. Et le modèle sur lequel je suis en train de travailler, c'est de dire, et si à la fin, ce n'était pas des métiers, mais des ambitions, qui je veux être dans le monde ? Est-ce que je veux sauver la planète, ou est-ce que je veux être très riche et puissant, ou est-ce que je veux travailler le minimum, ou c'est quoi mon rapport à l'univers ? Et en fait, ça, c'est structurant. Il y a assez d'enseignements et assez de modules possibles pour pouvoir créer quelque chose comme ça. Donc la question de c'est quoi l'ambition ? Avant, l'ambition, c'était toujours être riche, enfin, d'une façon ou d'une autre. Et célèbre. Être riche et célèbre, être important, la thune, la fame, comme dirait Angèle. Globalement, peut-être que l'ambition pourrait être de nature différente. On voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se dire j'aimerais bien avoir mon petit potager, j'aimerais bien être responsable de quelque chose dans l'économie sociale et solidaire. Les propositions d'ambition, en disant je veux être quelqu'un, et pas simplement je veux faire quelque chose, ça pourrait être une façon de gérer le coup. J'ai rien dit. Hein. Oui, Christian Pinault. Bonjour. Bonjour. Vous revenez de Las Vegas ? Et oui, comme chaque année, effectivement, on fait le CES à Las Vegas. C'est un peu votre métier. Hein. C'est ça, nous aidons les entreprises innovantes à conquérir de nouveaux marchés aux États-Unis, en Chine, en Afrique. On essaie de leur faire exporter au maximum leur savoir-faire et donc effectivement, on est très pris par cette activité. Est-ce que vous pouvez poser une question à Michel qui puisse répondre très rapidement ? C'est un challenge. On a parlé d'intelligence artificielle, moi je pensais effectivement au bien-être en fait. Comment ça va améliorer notre bien-être ? Qu'est-ce que ça va apporter dans notre quotidien pour améliorer en fait la vie des gens ? Ben, je ne sais pas parce qu'aujourd'hui on a du mal à le penser comme ça. C'est-à-dire, très rapide on a dit. Hein. Parce qu'on a parlé beaucoup de travail, en fait, de choses qui intrinsèquement ne sont pas forcément positives si on aime son boulot, etc. Mais moi ce que j'aimerais bien savoir c'est la qualité de la vie. Qu'est-ce que ça va faire pour la qualité de la vie ? Eh bien on ne sait pas. Et en gros, je regarde beaucoup de projets. Voilà, et les propositions aujourd'hui se ressemblent un petit peu. C'est-à-dire que soit on travaille plus vite et on améliore encore une fois le process, première option, soit je vends plus. C'est à peu près ça les deux propositions de valeur. La question de la qualité de vie, je la vois poindre notamment par la volonté, notamment sur l'agriculture, d'avoir son petit champ, son petit machin, son petit truc. Et les gens sont en train de faire, d'un côté, je suis en train de faire mes légumes bio chez moi dans mon petit jardin parce qu'il faut que j'ai un endroit, et de l'autre côté, il y a de l'IA et c'est l'avenir. Je crois que les deux vont se rejoindre. C'est-à-dire, je crois qu'à un moment donné, il y a quelque chose où on va utiliser vraiment l'IA, mais dans ce que vous dites, mais vous avez 3 à 5 ans ou 10 ans d'avance, sur le fait que ça ne sera plus pour faire mieux ce qu'on fait aujourd'hui, ça sera pour vouloir quelque chose. Et cette question de, encore une fois, ce que j'appelle l'ambition, c'est le désir en vrai, c'est être capable de poser un désir quelque part. Moi, je vois des messages optimistes dans tout ce qu'il dit. Prenons notre destin en main. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et voilà. Claude Taïeb, bonjour. Oui, bonjour. Les mauvaises langues vous disent, vous traitent de monuments historiques. Mais vous étiez à l'origine de l'informatique. Ça me gêne pas. Non, lui, il disait chef-d'œuvre en péril. Sérieusement, bonjour, merci d'être là. L'un des papas de l'informatique d'aujourd'hui. Oui. Mais toujours actif. Et qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Michel Sasson ? Écoutez, très rapidement, pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis plus dans l'entreprise complètement, mais je pilote une entreprise d'insertion qui s'appelle La Relance, et pour lequel nous embauchons en début d'année une 50aine de personnes qui ont des difficultés. Nous les formons, nous leur mettons un psychothérapeute à leur disposition, nous leur apprenons l'informatique, nous leur apprenons l'anglais, etc., pour les mettre à l'aise. On leur apporte toute la formation nécessaire. Et l'objectif, effectivement, c'est au bout d'un an, de pouvoir qu'ils trouvent un boulot et un équilibre. Top. Ceci dit, on a 50% de réussite, Top. ce qui n'est pas trop mal, mais ça rejoint ma question derrière que je voulais poser effectivement, tous ces gens-là que l'on forme, parce qu'on a besoin de leur créativité, etc. Est-ce que demain, leur mettre des robots à disposition va changer leur vie ou va contrarier un petit peu le projet qu'on est en train
de faire, c'est-à-dire les mettre plutôt en avant, plutôt que derrière un ordinateur ou de l'informatique. Je pense qu'on a tenté de cloner un peu le cadre type et l'employé type et l'ouvrier type. Parce que c'était plus facile à penser, c'était plus facile à répliquer. Si c'est les robots qui gèrent le clone, on va pouvoir avoir plus de diversité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je monte des équipes, dans l'informatique on a quelques autistes, mais pour de vrai. C'est-à-dire ça fait partie de... On a, je sais pas, moi, sur une promotion de 250, je dois en avoir un ou deux. Des vrais autistes qui réussissent très bien en informatique sur la partie systémique. Et donc, quand on monte une équipe, soit on essaye d'avoir les meilleurs qui sont tous les mêmes, ou alors on essaye d'avoir des gens au contraire très différents. Ceux qui font du jeu de rôle savent qu'il ne faut pas avoir que des barbares, ça ne sert à rien. Il faut avoir du petit, du grand et tout ça. Et à un moment donné, typiquement, je monte des équipes chez mes clients et j'en monte toute la journée. Ce qui est intéressant, c'est justement ça. C'est d'aller chercher la personne qui a une créativité, la personne qui a un sérieux, la personne qui a une capacité à délivrer, la personne qui a une capacité justement à modéliser. Et là, les autistes, c'est un vrai bonheur. Et en gros, si on demande à un autiste de passer à la télé, il va être malheureux. Et si on lui demande de changer tous les jours, c'est pas pour lui. En revanche, modéliser un gros modèle, il le fera mieux que moi et mieux que l'ensemble des gens que je connais. Donc je crois à ça. Je crois au fait que la robotisation et l'IA permettront d'aller chercher plus de diversité. C'est une jolie phrase, hein. L'IA permettra plus de diversité. Fabien Imbert, vos activités, puisqu'on ne parle plus de métier maintenant. Alors, je suis président de l'association Windows, qui est un accélérateur et incubateur de start-up pour le Mâconnais et Beaujolais. Et je suis aussi président d'une société Kineti Technologies qui fabrique et commercialise des logiciels et mobilier interactif tactile. Les tables tactiles, vous en avez? Les tables tactiles. C'est votre truc. Voilà, tout à fait. Question à Michel. Alors moi, je voulais, selon vous, quelle est la place de l'éthique ou quelle place à l'éthique est accordée dans l'intelligence artificielle et les principes de précaution qui sont peut-être omis vis-à-vis de toutes ces problématiques? L'éthique, on en parle beaucoup. C'est en cours en plus, c'est facile. La question est absolument déterminante. Quand je suis dans un champ nouveau en innovation, l'éthique, ce n'est pas une limite, parce que la façon dont on le voit, c'est une espèce de protection de barrière, c'est pas ça, c'est une boussole. Parce qu'en gros, si je suis en train de faire quelque chose en terra incognita, sans éthique, je tombe. C'est aussi bête que ça. Donc j'ai besoin, au moment où je suis en train de faire des choses qui sont vraiment une révolution, d'avoir pas des règles qui m'empêchent, mais une volonté de quelque chose de positif pour les humains, en gros, d'une façon ou d'une autre. Est-ce que l'IA pourrait être une catastrophe pour les humains? Ben, oui, on le voit en Chine. En ce moment, la note sociale, le fait de classer tout le monde, de les lire toute la journée, on voit le pire de ce que peut donner l'IA. Amazon qui vire automatiquement. Oui. Voilà. Le scandale du moment. On est absolument d'accord là-dessus. Donc la question, c'est pas quelles sont les limites qu'il faudrait avoir, mais quelles sont l'ambition qu'on pourrait avoir pour nous et en utilisant l'IA. C'est facile, l'IA c'est un surcroît de puissance. On l'a eu quand on est passé avec la grande industrie, on a eu un surcroît de puissance. Est-ce que ce surcroît de puissance, il a vocation à servir très peu ou à servir beaucoup? Est-ce qu'il a vocation à asservir ou est-ce qu'il a vocation à libérer? Et en fait, cette chance-là, on a la conscience suffisante aujourd'hui. En gros, les gens savent lire, les gens s'intéressent, les gens sont au courant et compagnie. Ça serait bien qu'on s'en empare ensemble. Je crois que c'est une mauvaise idée de laisser les ingénieurs gérer l'IA. Je pense que c'est une question qui intéresse beaucoup plus de gens. Ça intéresse des philosophes, des sociologues, des penseurs de tout genre, mais aussi tout le monde. Et à un moment donné, je trouve que c'est une bonne idée de faire des plateaux télé, je trouve que c'est une bonne idée de faire des conférences, je trouve que c'est une bonne idée d'échanger, parce qu'à un moment donné, on est sur des choses où les gens, je fais beaucoup de conférences, notamment sur l'IA, et dans chacune des conférences, les gens prennent la parole, donc ça va arriver, les gens prennent la parole parce que tout d'un coup, ça leur parle. Et c'est pas simplement « ouais, j'ai peur de perdre mon poste », c'est à un moment donné, on veut quoi comme vie pour nos enfants, pour demain? Et je pense que la question est beaucoup plus intéressante en disant qu'est-ce que je veux pour mes enfants pour demain que quelles sont les limites qu'il faudrait fixer. Je ne crois pas aux limites, en tout cas sur une révolution de paradigme. En gros, sur un changement de paradigme, je ne vois pas la limite, comment elle fonctionne. Merci. Je retiens la belle phrase. Hein. L'éthique n'est pas une contrainte, c'est une boussole. Alors les gens prennent de plus en plus la parole. Est-ce qu'il y a parmi vous des polytechniciens ou des aides-soignantes, puisqu'on a parlé de ces deux métiers entre autres? Je vous en prie. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Je ne suis pas polytechnicien, je suis désolé. Personne n'est parfait. Et je ne suis pas 68 heures attardé non plus qui se cherche un nouveau combat, mais nous venons de parler de l'éthique. Il y a un sujet qui m'intéresse de plus en plus, même si, je le répète, je ne suis pas ni écolo, ni...
c'est quand même la santé de la planète et son avenir. Donc, Oui. où est la place de l'IA là-dedans? Ouais. On peut avoir tous les projets qu'on veut. Si dans quelques décennies, on n'a plus d'eau à boire, un mauvais air à respirer, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Exactement. Il me Alors- semble, enfin, en plus clair encore, le message, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faudrait tout faire pour interagir avec qualité sur la planète, Oui. plutôt que d'avoir des idées perchées. Alors, je pense que les deux peuvent se rejoindre, hein, comment dire. D'abord, est-ce qu'on a besoin d'un surcroît de puissance pour régler des problèmes qu'on ne sait pas régler aujourd'hui? Je pense plutôt oui. Et deux, mon prochain, tous les 3 ans, j'ai un vrai projet. Aujourd'hui, c'est donc une majeure à l'EPITA. Dans 3 ans, mon prochain projet, c'est de l'agriculture, c'est le rapprochement entre robotique, agriculture et IA. Ça commence, ils n'ont pas besoin de moi, hein. Mais ça m'intéresse et je suis en train je ne peux pas tout faire, donc je me réserve le droit de le faire. Je ne crois pas, si on veut avoir moins de chimie demain, il faut ou des esclaves, je ne peux pas le dire autrement, donc plus d'hommes qui travaillent beaucoup, ou des robots. Et pas un robot qui devient le robot agriculteur, mais plein de propositions de nature différente pour pouvoir à la fois mettre moins d'eau, mettre moins d'engrais, mais aussi pour pouvoir laisser vivre un peu les plantes, pour pouvoir le faire. On commence à avoir des choses très très intéressantes dans la vigne notamment, qui sont capables de savoir quel est le besoin. Donc si je veux basculer dans une agriculture qui nourrisse la planète et qui en même temps ne tue pas la planète, je ne vois pas comment on passe sans robotique et sans IA. Je ne vois pas le chemin. Merci. Je vois la difficulté de l'IA. La principale, quand on est animateur de télévision, qu'on a un timing à tenir, quand on parle de l'IA, on parle du travail. On a aussi parlé d'agriculture de précision, pourquoi pas le RTK pendant que vous y êtes. On a parlé de l'éthique, on a parlé du global warming. Il va falloir s'y tenir un peu plus sérieusement maintenant, parce que l'IA touche à tout, et malheureusement, nous avons touché à tout. Voilà, pour la première partie de cette émission. Maintenant, on va passer à tout à fait autre chose, des startups, avec encore plein d'espoir, plein d'ambition et plein de projets. C'est la partie concours de cette émission. Le concours. Le concours, c'est très simple et c'est génial en fait. 4 startups, 4 petites entreprises pleines d'espoir, pleines d'idées, pleines de talents vont plancher devant le grand jury, 3 minutes pour convaincre, et puis ensuite le feu de vos questions, vous êtes des spécialistes, chacun dans votre domaine, toutes les questions possibles et imaginables, et derrière on gagne. Alors, ce n'est pas la première émission de 697 IA, et je vous donne les gagnants de l'émission précédente. Eh bien, le grand jury a décidé que la plus belle des startups, celle qui méritait qu'on lui donne un coup de pouce et qu'on l'aide, c'était Cepidec. Cepidec, c'était, rappelez-vous, l'entreprise qui proposait des cloisons, des portes anti-inondation. Le vote du public. Problème, le public s'est posé la même question et a décidé que c'était également Cepidec. Alors on a regardé quel était le deuxième du grand jury, qui est également le deuxième du public, et donc c'est le deuxième dans tous les cas, c'est le manager de talent. Et là, vous vous dites, mais bon sang, je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'était ce truc-là. Ça tombe bien, on est sur Internet. Si vous voulez voir au revoir 3 minutes ou l'ensemble de l'émission, c'est sur 697ia.com. Le concours. Revenons, qu'est-ce qu'on gagne ? Éric Michaud, bonjour. Vous êtes le parrain, l'initiateur, le grand maître de... C'est vous qui avez l'idée ? Non. Oh. C'est une communauté de gens qui aiment l'entreprise et qui aiment les start-upers qui a eu cette idée-là. En fait, on le voit depuis ce matin et au fur des émissions qui arrivent, le monde bouge, le monde change, l'intelligence artificielle va aider à cette mutation. Quel sera ce monde ? Personne ne le connaît en réalité, mais il faut aider ces jeunes-là avec pragmatisme. On voulait amener du pragmatisme. Tout à l'heure, on a entendu une question de bon sens qui disait « bon, les idées perchées, c'est bien, mais des fois, il faut un peu de réalisme ». Et notre concours, il a cette double vocation d'apporter du réalisme, oui, les pieds dans la glaise, et puis la tête dans les idées. C'est ce mélange où nos mentors, notre jury, sont des gens de la base, ce sont des ingénieurs, des techniciens, des collaborateurs qui peuvent être des usineurs parfois, qui apportent leurs compétences à ces jeunes. Et puis en même temps, il faut quand même, dans ce monde qui bouge, où on utilise la communication et les réseaux, utiliser cette émission, utiliser toutes ces nouvelles manières de communiquer pour que ces jeunes soient mis en avant. Et donc on a créé cette émission, et donc je vous remercie à nouveau Jérôme de cette belle animation. Et puis on a créé l'incubateur à côté. Le gain de ce concours, ce sera la possibilité d'incuber dans notre incubateur, qui se trouve à Chalon-sur-Saône, historiquement le numérique, et on va permettre à ces jeunes d'avoir un prêt d'honneur de 20, 30, 40 000 euros, et puis en même temps d'être suivis par nos mentors.
Voilà, et tout ça, à nouveau, à Chalon-sur-Saône. Alors, suivi par vos mentors, et c'est important, je rappelle que vous êtes le patron d'une galaxie qui s'appelle Galilée, dans laquelle il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans l'informatique, dans la robotique, dans l'intégration, beaucoup de numérique. Les mentors seront des gens qui sont sur le terrain, qui savent de quoi ils parlent. Exactement, parce que eux savent le monde réel, et ce monde qui bouge, ils doivent aussi pouvoir participer, et les jeunes leur apportent leurs connaissances. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une relation où il y a les maîtres sachants et les élèves qui sont derrière à attendre la parole de ceux qui connaissent, mais c'est un échange de ces deux générations qui sont ensemble changer le monde, cher Jérôme. Alors, sans plus attendre, la première des startups qui va plancher devant vous. Moi-même. Bonjour. Ça va? Prêt pour le grand oral? Oui. Allez, c'est parti, je t'emmène. Je voudrais vous présenter Mohamed Gaye. Il a 32 ans, il sort de l'université de Lille, il a fait une ingénierie en mécanique, ça devrait vous intéresser. Super. Vive la mécanique. Faut qu'il laisse son CV. Il présente, il a 3 minutes pour le faire, son entreprise qui s'appelle, sa start-up qui s'appelle Eco Display. Mohamed Gaye, je vous en prie, venez. Le palpitant, j'imagine, est à 140. Voilà. Vous avez 3 minutes, pas une seconde de plus. Si vous faites une seconde de moins, on ne vous en voudra pas du tout. J'ai un conseil à vous donner. Parlez fort. Parlez fort. C'est parti. Bon alors, EcoDisplay, nous développons une solution d'affichage réflectif, donc utilisant la même technologie que les liseuses sur tablette. Donc nous développons une solution connectée, sans fil et ultra basse consommation, donc pour de la signalétique et de l'information de service dans les bâtiments tertiaires et le secteur public. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Ouais. Donc c'est des grands panneaux. Oui, enfin, grand ou petit. Donc, quelle taille? Nous avons une offre qui développe 3 produits. Donc une taille tablette qui permet principalement de faire de la signalétique. Donc une taille supérieure à 30 pouces donc, pour faire de l'information de service visible de loin. Mais aussi une offre customisable qui permettra de faire de l'affichage modulaire, affichant par exemple des tableaux de bord en zone de production. Vous dites connecter sans fil? C'est ça. Et économie d'énergie, racontez. C'est ça. Alors, tous ces moniteurs seront pilotables à travers une plateforme web donc qui permettra une programmation horaire ou événementielle de l'affichage. Donc, à travers un jumeau numérique représentant en 3D les plans du bâtiment. Donc, à l'échelle d'un site, par exemple, on permettra de localiser l'ensemble des moniteurs et d'en contrôler le contenu. Et donc, tout ceci sera connecté sans fil, donc une facilité d'installation, mais aussi une ultra basse consommation qui permettra un retour sur investissement très vite. S'il y a une coupe d'électricité, ça continue à afficher? Ça continuera toujours à afficher parce que la technologie d'affichage réflectif permet un maintien passif, énergétiquement parlant, de l'affichage. Alors, parlons de technique, c'est pas des LED, c'est pas du plasma, c'est quoi? C'est du papier électronique. Du papier électronique, oui. Le e-ink. E-ink, oui, effectivement. Donc ce sont de petites capsules contenant de l'encre et l'affichage fonctionne par polarisation. Donc le passage d'électricité permettra de faire passer la capsule d'une couleur à une autre. Donc j'ai le choix entre le noir et le blanc. Et aujourd'hui, d'autres couleurs sont disponibles dans la technologie, donc rouge, bleu et jaune, mais aussi de l'affichage couleur aujourd'hui. Comment est-ce que vous faites de l'affichage couleur alors que sur mes tablettes, j'ai jamais eu que du noir et du blanc? Enfin, c'est quelque chose qu'on va pouvoir introduire en application, mais la technologie est prête. Oui. Vous avez encore 2 minutes, profitez-en, enfin 1:30. Oui, donc contrairement à la concurrence, nous renonçons à une partie de performance graphique au profit de la connectivité et surtout une baisse de la consommation énergétique. Donc à taille égale, nos moniteurs vont consommer 100 fois moins que leur homologue en LCD ou LED. Et donc notre ambition, c'est vraiment de numériser l'affichage de services sur papier et la signalétique, donc contre une solution qui va être connectée et beaucoup plus écologique. Au détriment de la performance graphique, parce que je vous ai piqué un peu de temps, c'est-à-dire que l'image n'est pas belle? Enfin, pour afficher de l'information statique, ça va très bien. Ça va très bien, c'est quelque chose qui... le but, c'est de ne pas de faire de la publicité, c'est pas non plus de faire une performance graphique permettant de faire une vidéo, par exemple. Mais non, mais c'est juste pour afficher de l'information. Top. 3 minutes 19 secondes, parce que je vous ai pris 19 secondes. Alors, les questions du jury.
Qui se jette à Où est-ce l'eau? que, Fabien. où est-ce qu'est la valeur ajoutée exactement? Elle est sur la partie hardware ou la partie matérielle ou la partie logicielle? Les deux. Les deux. Donc le matériel permettra l'économie d'énergie et donc, la plateforme permettra lui d'offrir une connectivité et une insertion dans le smart building en général. Donc via un jumeau numérique ça permettra d'avoir un contrôle à distance assez précis et une programmation horaire ou événementielle des contenus affichés. Il y a déjà beaucoup de gens qui font des écrans et qui font des solutions d'affichage dynamique. Quels sont vos facteurs de différenciation et sur le matériel et sur le logiciel du coup? C'est la connectivité Wi-Fi, donc une connectivité sans fil. Et dans un deuxième temps, ce sera la couleur. Donc couleur, une connectivité sans fil qui permettra une plus grande variété dans les contenus. Aujourd'hui, les solutions existantes en question sont très peu variables en contenu parce que la quantité de données transférées est très petite. Nous permettons de transférer plus de données, donc plus de complexité dans l'affichage, et tout en restant très très performant énergétiquement. C'est ça notre valeur ajoutée. Merci. Christian. Quel est votre business model? C'est-à-dire comment vous le vendez? Quel est le prix par rapport à la concurrence? Comment vous gagnez de l'argent en fait? Le but aujourd'hui, c'est de vendre. On hésite encore parce qu'on n'est pas encore sur le marché. Donc on hésite entre un modèle où on vendra l'hardware et le software resterait peut-être en SaaS, ou alors une offre globale en product as a service. Donc c'est pas encore décidé, mais... Et au niveau du coût, par exemple, est-ce que vous avez déjà une idée par rapport à vos concurrents, justement pour pouvoir vous différencier aussi vis-à-vis du coût ou pas? Parce que ça c'est important, par rapport au faut coût, pénétrer le marché à un moment donné. Oui, c'est ça. Donc nous sommes aujourd'hui sur un retour, nous donnons à nos clients un retour sur investissement au bout de 3 à 5 ans. Claude Taïeb. Oui, deux questions. Une question peut-être un petit peu technique. Comment avez-vous validé un petit peu vos économies d'énergie? Parler de soft au moins, ça paraît énorme, mais comment est-ce qu'on peut le valider? Et puis une question un petit peu beaucoup plus commerciale peut-être, qui rejoint un petit peu ce que vient de dire Christian. C'est un petit peu quel est votre accompagnement? Est-ce que vous avez des gens autour de vous qui, voilà, vous êtes vous technique? Est-ce qu'il y a des commerciaux? Voilà, quel est votre accompagnement aujourd'hui? Sur l'accompagnement, aujourd'hui, on n'a pas encore de commerciaux. Donc, nous sommes dans une phase d'approche du marché. Donc, nous sommes rentrés en contact avec le milieu du bâtiment, par exemple, parce que le produit est pensé comme un produit Smart Building. Donc, nous sommes dans l'insertion dans l'écosystème Smart Building et le bâtiment d'une manière générale. Donc, ça vient de commencer. Effectivement, on aura besoin d'aide là-dessus pour pouvoir progresser. Et dans un second temps, sur la question énergétique, la consommation d'énergie se fait à l'affichage d'informations. Donc nous sommes partis sur une simulation autour d'une 10 à 15 affichages par jour, contrairement à un écran LCD ou LED où là l'appareil est branché en permanence. Donc c'est comme ça qu'on a validé notre gain en énergie. Ouais, et pour ajouter juste une toute petite information, chacun de nos écrans permettrait d'économiser 15 kg de CO2 par an, contrairement à leur homologue en LED ou LCD. Anne. As-tu déjà testé ta solution sur le terrain, ça peut être dans un hôtel, sur un lieu d'événement, dans un bâtiment, qu'importe? Non. Enfin, mais c'est projeté de faire une démonstration grandeur nature dans 3 à 6 mois, donc pour déployer un grand nombre d'appareils pour pouvoir tester la plateforme. Oui, c'est ça. Et la console d'admin. C'est ça, oui. Okay. Et vous allez le financer comment, ça, en termes de... Parce que vous dites déployer sur des dizaines de sites, vous faites comment? Non, enfin, pas sur les dizaines de sites, mais plutôt des dizaines d'appareils sur un même site pour pouvoir tester la plateforme. Pour même ça, vous le financez comment? Exactement. Justement, enfin, c'est là qu'on aura besoin de votre aide. La question qui fâche, d'accord. Okay. Super. Ce sera où? On a hâte de le voir. Vous avez une idée où ce serait? Aujourd'hui, en Ile-de-France, c'est ce qui est prévu. Merci. C'est peut-être une dernière question. Effectivement, les économies d'énergie, c'est extrêmement intéressant, mais ça peut peut-être aider l'IA quand même, parce qu'on va être des gros consommateurs d'énergie. Oui. Mohamed Gaye, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, on peut l'applaudir parce que c'est pas
C'est pas évident. Alors, Sylvain, ça y est, t'es prêt? Super. Tu te sens comment là? Ouais, ça va. Pas trop nerveux? Non, ça va. Allez, c'est parti, je t'en prie. deuxième candidat, la deuxième start-up, il s'appelle Sylvain Huin, il a 46 ans, il vient de Toulouse. Sa spécialité, vous allez voir, c'est pas du tout l'informatique au départ, c'est plutôt la gestion et l'économie. Il a un produit intéressant, j'en dis pas plus, ça s'appelle Virtuose. Sylvain, venez nous rejoindre, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Je vous rappelle la règle du jeu, 3 minutes, pas plus, 3 minutes pour convaincre. Très bien, je vous remercie. Donc, je m'appelle Sylvain Huin, je suis président et cofondateur de Philobject. Je vais commencer par vous demander de bien vouloir fermer les yeux, tous. Y compris les téléspectateurs? Oui. Maintenant, avec les yeux fermés, vous gardez les yeux fermés et je vais vous demander de retourner à l'entrée du bâtiment. Je vous remercie, vous pouvez ouvrir les yeux. Oui. Ce que vous venez de vivre, c'est le quotidien de 280 millions de personnes dans le monde, c'est les personnes malvoyantes et non-voyantes. Aujourd'hui, pour se déplacer en autonomie, seules, elles vont apprendre un chemin par cœur. Ça limite considérablement leur mobilité. Pour pallier à ce problème-là et pour changer leur vie, donc de 1,7 million de personnes en France et 280 millions dans le monde, on a créé Virtuose. Donc Virtuose, c'est un plan qui est tactile, interactif, qui va permettre à une personne malvoyante ou non-voyante de se déplacer en autonomie dans un bâtiment. Un plan en relief, hein? Voilà. Donc en fait, le principe, c'est d'avoir un plan d'étage de bâtiment, par exemple, qui va être simplifié, sur lequel on va positionner des symboles qui vont correspondre à des repères dans le lieu. Grâce au toucher, la personne va pouvoir se créer une image mentale de l'environnement. Elle va vraiment comprendre son environnement. En appuyant sur les symboles, on va lui donner des informations sonores qui vont correspondre au lieu du symbole et qui vont correspondre aussi à des repères physiques qu'elle va pouvoir trouver sur place. Grâce à ça, elle va pouvoir déterminer quel chemin elle va prendre, retenir les différentes étapes, avoir les repères physiques et pouvoir se déplacer avec le chemin qu'elle veut comme elle a envie. Donc c'est un produit qui a été développé en collaboration avec un laboratoire de recherche spécialisé dans la déficience visuelle. Et à la base, nous, on a utilisé notre savoir-faire en impression 3D professionnelle pour pouvoir développer ce produit qu'on fait complètement à la demande, personnalisable. C'est un produit qui est simple d'utilisation. Aujourd'hui, ce produit, on le vend aux professionnels qui vont le mettre à disposition des utilisateurs à l'entrée d'un bâtiment, donc un établissement recevant du public, une entreprise. Et grâce à ça, la personne va pouvoir accéder à de multiples espaces. On a un brevet qui est sur la partie changement de plan, donc on a un système qui permet d'accéder à de multiples espaces. Donc un plan très fin, personnalisable, avec une base électronique simple. Aujourd'hui, on a déjà vendu des produits en entreprise, dans différents lieux. On a des expérimentations à Paris sur les quartiers d'innovation urbaine. On a une expérimentation Smart City à Toulouse et on cherche à développer encore la commercialisation, à pousser vraiment. Donc on est en train de faire une levée de fonds actuellement. Voilà, je vous remercie. Bravo! Vous avez utilisé 2 minutes et 35 secondes de votre temps. C'était très dense. On vous donnera donc un peu plus de temps pour répondre à la question du jury. On commence par Christian. D'abord, je vous félicite pour cette superbe initiative. Bravo, félicitations. Merci. Pour mieux comprendre en fait, le concept en tant que tel, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passerait pour un non-voyant s'il arrivait dans un musée, par exemple le Louvre, et qu'il utilisait effectivement votre produit? Oui, donc à l'entrée du Louvre, par exemple, on lui mettrait à disposition Virtuose avec différents plans. La personne donc, pourrait aller d'une salle à une autre, pourrait dans une salle avoir la position des différentes œuvres et ça pourrait être couplé à une description du lieu ou éventuellement, dans des musées plus petits qui n'ont pas les moyens, de pouvoir intégrer l'audiodescription à l'intérieur. D'accord. Et est-ce que je peux avoir la description en fait, de ce qu'il y a autour de moi, des objets, des peintures et autres? Donc on peut avoir une description de l'environnement, donc ça, en plus de la mobilité, on peut avoir une description de l'environnement pour que la personne comprenne vraiment dans quelle est la structure complète et qu'elle fasse le lien entre ce qu'elle sent, ressent et entend. Question d'Éric Michou. Vos clients principaux sont les collectivités locales? Alors aujourd'hui, nos clients principaux sont plutôt les entreprises et le tourisme, notamment les hôtels et les musées. Donc ça, c'est ce qu'on cible sur l'année 2019. Mais on a tout ce qui va être collectivité locale, on va avoir tout ce qui est transport, établissement de santé, établissement d'éducation. Donc ça, voilà, c'est nos cibles actuellement et on travaille en parallèle sur toutes avec un axe tourisme et entreprise. Claude Taïeb.
Oui, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Christian. Effectivement, c'est un projet très intéressant. Je voudrais savoir un petit peu quelle est l'équipe qui est autour de vous pour justement promouvoir ce projet. D'accord. Donc on est 3 associés au départ, avec des compétences variées. Donc on a une personne qui est plutôt très technique, avec une compétence créative et technique à la fois, qui va travailler plutôt sur le développement pur du produit, notamment sur le grand modèle qu'on a. Fabie Huin, la cofondatrice, qui elle est plus sur la partie à la fois commerce, à la fois relations publiques, et elle fait aussi un peu de gestion avec moi. Donc moi je m'occupe plus de développement produit et gros projets. Et on a recruté l'année dernière un business developer qui nous aide à commercialiser le produit. Ça, c'est le grand modèle? Ça, c'est le petit modèle. On a un grand modèle qu'on peut mettre, donc qui fait à peu près 60 par 60 et qui permet, à l'entrée d'un bâtiment, d'avoir la vision du bâtiment. On peut avoir aussi les alentours, et un site où il y a plusieurs bâtiments, on peut avoir la position de chaque bâtiment et de comprendre comment on peut aller de l'un à l'autre. Michel. Est-ce que je suis aveugle, j'utilise le petit modèle, est-ce que je suis localisé? Est-ce que je sais où je suis? Non, aujourd'hui on va pas localiser le produit, et c'est aussi une des forces du produit, c'est-à-dire qu'on peut le mettre n'importe où. Il est facile à positionner, on peut le mettre dans un site historique par exemple. C'est une évolution sur laquelle on travaille, mais toujours on est vraiment axé autonomie, donc pas sur le guidage. On travaille sur cette notion de localisation, surtout sur les espaces comme les salons, où il n'y a aucun repère au sol, et du coup c'est une grosse difficulté parce qu'on doit coupler notre outil à une notion de localisation à un moment donné pour que les personnes elles puissent avoir au moins des repères. Merci Sylvain, merci au jury d'avoir posé des questions précises. Le jury va maintenant se réunir. On peut vous applaudir, je crois. Bravo. Je te cherchais. Bon, bah ça va être le moment d'y aller. Ça va? Ils sont prêts? C'est parti. Allez, on y va. Troisième candidat, troisième start-up sous les feux de la rampe, elle s'appelle Hitskin. Le type qui la présente s'appelle Patrick Béra, il vient de Vona dans l'Ain. Qui connaît Vona dans l'Ain? Ah bon? Mais c'est un bourg, et je sais pas quoi, 8000 habitants, vous connaissez Vona, vous? Fabien? Ça doit être la ville de Georges Blanc. Ah, d'accord. 3 étoiles au Michelin. Voilà. Donc, il a 44 ans et lui est ingénieur en informatique. Patrick Béra, venu nous rejoindre, s'il vous plaît, pour le produit qui s'appelle Hotskin. Vous êtes venu avec un tube. Hotskin, oui. C'est pas un tube, c'est un film chauffant, donc qui peut être déroulé. D'accord. Vous connaissez la règle du jeu? Oui. Vous avez 3 minutes pour les convaincre. Top chrono. Donc, Patrick Béra. Je suis le fondateur de la société Hitskin. Hitskin, ça veut dire une peau chauffante. Donc, le produit aujourd'hui est adapté au système de chauffage actuel pour répondre à certaines exigences écologiques, économiques et surtout de bien-être, de santé et de sécurité. La membrane est composée, comme vous voyez, la membrane est composée d'un centre en carbone. Pourquoi le carbone? Parce que le carbone est la matière la plus répandue sur Terre. Et avec plusieurs couches de protection brevetées. Ce système de chauffage peut être mis, de chauffage électrique rayonnant, peut être installé dans les habitations, mais pas que, au sol, au mur et au plafond. Derrière tout revêtement, même dans les zones humides. Parce que cette partie protection qui est brevetée peut être percée, découpée sans aucun souci. Et même immergée dans l'eau, vous n'aurez aucune fuite électrique. C'est ça qui est l'innovation. Et aussi, pas que, parce que l'avantage de ce système-là, c'est un système de chauffage rayonnant. C'est qui permet de chauffer la matière avant de chauffer l'air. Donc vous pouvez aujourd'hui, avec les régulations actuelles ou dans le futur, éteindre ou alors diminuer complètement la température et après, avec des capteurs ou quoi que ce soit, tout dépend des régulateurs que vous utilisez, rallumer quand vous rentrez. L'air sera froid peut-être, mais vous aurez une sensation de chaleur. Comme si vous allez à la montagne, vous avez froid parce qu'il faut moins 20 degrés, vous avez un peu de soleil, donc
C'est ce rayonnement qui va chauffer la matière, vous ou d'autres matières. Donc vous aurez une température ambiante qui est assez douce. Et même si vous êtes couché, assis, vous n'êtes pas obligé d'augmenter la température. Donc l'avantage de ce système-là, c'est l'avantage écologique, c'est-à-dire le système est très mince, on utilise très très peu de produits. L'avantage aussi écologique, c'est le... C'est le carbone qui fait résistance? C'est le carbone qui fait résistance. Ce n'est pas une résistance en soi, parce que le carbone reçoit simplement une impulsion électrique. C'est pour ça que la tension que l'on lui donne n'est pas importante. Il ne chauffe pas, il rayonne. Il rayonne. Et c'est ça qui est important. On l'utilise dans l'habitation comme dans d'autres utilisations aussi. Après, l'avantage économique, c'est que l'installation est très très rapide. Vous pouvez l'installer au sol juste avant de mettre votre parquet flottant. Vous pouvez l'installer au mur juste derrière votre placo avant de mettre votre placo. Merci, 3 minutes. Bravo. 3 minutes. J'ai juste une question technique. Oui. Je mets du 12 volts, du 120 volts, du 200, du... Vous pouvez mettre ce que vous souhaitez, du 12 volts, 24 volts, 220 volts. Vous pouvez faire varier le système. Ce système se dit, on cache ce produit de chauffage et derrière, on peut les réguler avec n'importe quelle régulation. Thermostat. C'est ce qu'on appelle un chauffage radiant. Non, c'est un chauffage vraiment rayonnant. Je veux pas, parce que dans le radiant, il y a quand même cette température qui se met. C'est vraiment le rayonnement. C'est un rayonnement où on a gardé le rayonnement infrarouge lointain qui permet d'imiter le rayonnement solaire. Et de ne pas utiliser beaucoup d'énergie, mais simplement d'utiliser la température ou le ressenti qu'on a envie. Je suis désolé, cher membre du jury, je pose des questions techniques. Comment c'est le carbone qu'il faut qu'il rayonne de ce côté-là et pas de l'autre? Parce que vous avez une double couche. Oui. C'est-à-dire que vous avez un miroir de ce côté-là, oui. Et vous avez le carbone de ce côté-là. Donc lui, il chauffe de ce côté-là? Oui, le rayonnement est à 100% sur le côté où vous voulez l'installer. Noir. Noir. Mais donc je ne peux pas le peindre? Si, vous pouvez le peindre. Ben, ça ne rayonne plus? Si, le rayonnement n'est pas défini par rapport au revêtement que vous avez. C'est défini simplement, si vous mettez quelque chose de brillant, ça rayonnera des deux côtés. Mais si vous mettez une peinture où il n'y a pas de brillance ou quoi que ce soit, le rayonnement se fera dans le côté. Vous pouvez mettre tous les revêtements, ce que vous souhaitez. On a testé, on a fait plus de 500 installations pour le test. Pardon, cher membre du jury, d'avoir empiété sur vos prérogatives, je suis désolé. Qui veut poser la première question? Fabien. Il y a beaucoup de technologies qui ont déjà été développées comme celle-là, notamment en Asie, où je vais particulièrement au Japon. Oui. Comment vous avez protégé, avec quel brevet avez-vous protégé cet exemple-ci? Aujourd'hui, le brevet, il y a beaucoup d'utilisations. Le brevet a été protégé simplement en France. Avec les moyens que j'ai, c'est simplement le brevet a été protégé. Mais c'est vrai qu'on n'en vend pas énormément, c'est plutôt de la conception qu'on a fait. Aujourd'hui, je sors de mon labo pour vendre. Vous avez le brevet ou il est en cours de dépôt? Non, j'ai le brevet. Oui, on a parlé de durée de vie, alors comment vous avez pu valider tout ça? Et puis, le recyclage, quel type de plastique pour ce recyclage? Donc, la durée de vie, on l'a validée par un test simple, c'est-à-dire qu'on a on a testé les carbones avec une tension qui est très très importante et une température de plus de 180 degrés. Et on a vu la durée de vie, ce qui s'est passé, parce que ces membranes-là montent maximum à 35-40 degrés. Et ils ont validé, c'est plutôt à Paris, ils ont validé en Angleterre, ils ont validé que la durée de vie du carbone, c'était au-delà de 100 ans. Et la membrane a une durée de vie de... Alors moi j'ai une question, parce que vous avez parlé de 500 clients à l'instant. Vous disiez que vous ne faites pas beaucoup de chiffres, mais enfin, c'est déjà beaucoup plus que la moyenne des startups que je connais. 500 clients, c'est énorme. Donc quel est le chiffre d'affaires que vous générez aujourd'hui? Vous n'êtes plus tout à fait une startup en fait? Parce que moi, j'avais un associé donc, qui m'a aidé pour développer ça. 500 installations, c'est pour avoir les tests de ce système-là. Après, l'installation s'est faite dans la rénovation et aussi dans d'autres secteurs aussi. Donc c'est vrai qu'on a fait pas mal de chiffre d'affaires, mais ce n'était pas énorme parce que c'est vrai que comme c'était des tests, on a fait pas mal de réductions pour pouvoir... et le développement a été fait grâce à ça. Êtes-vous une start-up? Je suis une start-up. Anne. Aujourd'hui, en fait, qui compose ton équipe? Aujourd'hui, je suis tout seul. On était, il y a 8 mois de ça, on était une quinzaine. Simplement pour la conception, et c'est vrai qu'il m'a suivi pour la fabrication de ce système-là qui peut être industrialisé, qui est industrialisé aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, je suis tout seul et c'est pour ça que je viens pour recomposer mon équipe derrière pour au moins avoir 3-4 personnes au départ et après rapatrier toutes les machines et j'espère une quinzaine de personnes. Eric ? Le financement, c'est un gros projet. Quelles sont les capacités de financement? Où est-ce que vous trouvez l'argent pour financer ce gros projet? Aujourd'hui, les capacités de financement, c'est j'ai commencé à vendre petit à petit. Donc en quelques mois, j'ai fait un peu plus de 120 000 euros. Mais c'est vrai que les capacités avant, c'était mon financier, c'est M. Clapeau qui m'avait financé la partie vraiment industrialisation. Family business, la famille? Pas trop. Pas trop. Michel? Une question toute bête. Est-ce que quand vous rayonnez fort, le carbone change de couleur? Non. D'accord. Non, parce que c'est vraiment, on essaye de garder cette température de 35-40 degrés. Et s'il est derrière une surface, par exemple un papier peint, oui. Est-ce qu'il marque le papier peint? Il ne marque pas le papier peint parce que c'est vraiment du rayonnant et ça permet de pas... 35 degrés, c'est vraiment la température haute. C'est vraiment de garder une température de 20-21 degrés et d'avoir cette... comme je vous dis, l'important c'est le rayonnement et non vraiment le... Et c'est pour ça que vous pouvez faire des économies énormes, surtout dans des très grandes structures. Allez, on déborde en temps, mais exceptionnellement, une dernière question, Fabien. Est-ce qu'il y a des tests de santé qui ont été faits avec ce Oui, système? on a fait, mais après c'est pour un autre produit, c'est pour des matelas pour les hôpitaux, pour les chirurgiens, on a fait des tests de mise en température. Si vous êtes dans le bâtiment, vous avez une FDES? Non, malheureusement, on a toutes les certifications électriques. Et aujourd'hui, il nous faut quand même des financements pour la partie, parce qu'il nous faut tout ce qui est CSTB. Mais ça coûte 60-80 000 euros. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps. Merci. Merci à vous. Merci Patrick. Bravo. Maintenant arrive le 4e candidat. Je te vois bien songeur. Tu es en train de te préparer? Oui. Bon, mais maintenant c'est le temps d'y aller. Allez, on y va. 4e candidat, il s'appelle Anthony Allebé, il a 38 ans, il vient de Toulouse et il est développeur d'applications. Et ça fait longtemps, vous allez voir qu'il est développeur d'applications, plus d'une vingtaine d'années. Il a fait des applis pour les gendarmes, pour la grande distribution, pour le transport, pour les urgences. Je vous demande d'accueillir Anthony. Venez nous rejoindre pour un produit qui s'appelle Helpicto. En fait, il faudrait mieux dire Help Picto. En 2 mots. En 2 mots. Mais enfin, ça s'appelle Helpicto. Helpicto. Vous avez 3 minutes. J'ai 3 minutes. Donc je représente une société qui s'appelle Corpus Solutions, qui a la particularité d'être un assemblage entre 2 structures, Equadex, société d'informatique toulousaine, et Impact, qui est une association qui accompagne au quotidien 100 personnes qui sont en situation de handicap et qui sont notamment porteurs de troubles du spectre autistique. Helpicto, donc c'est le nom de l'application qui est déployé, qui est téléchargeable sur tous les stores, Apple Store, Google Play, etc., qui est un traducteur. Donc on connaît très bien la traduction du langage, enfin du français vers l'anglais et ainsi de suite. Helpicto, ça traduit le langage, les mots, vers des images. Et on s'adresse à des jeunes qui ont des troubles de la communication, qui ont des niveaux de compréhension très bas, et on met en place un protocole de communication qui, sur la base d'une tablette, sur la base d'un smartphone, va permettre de transmettre une consigne par l'intermédiaire de pictogrammes, d'informations très simples, et tout ça avec un procédé avec de l'intelligence artificielle. Le but est très simple, je parle à l'appli, et ça traduit ce que je lui dis sous forme d'image, et on met en place une interaction et une communication bidirectionnelle. Pour les autistes essentiellement, hein. Alors, pour les autistes, mais pas que. On parle vraiment de troubles de la communication, donc on va s'adresser à des personnes qui ont des dysphasies, troubles du langage, des troubles de l'attention, on va s'adresser à des personnes qui ont des AVC, qui ont ponctuellement des troubles et l'incapacité de pouvoir communiquer. Et justement, on simplifie la communication dans la mesure où on s'appuie sur un socle universel des images, des pommes, des voitures qui sont compréhensibles par tout le monde. Et on vient l'enrichir avec des images qui sont chargées dans l'application par le papa, par la maman, avec la photo de la voiture, la photo de la tablette, la photo de la vie du quotidien des jeunes. Et on fait en sorte de permettre une communication dans tous les lieux, dans tous les moments. C'est-à-dire à l'école, dans les associations, dans l'ensemble des lieux de vie, où à un moment donné, on a besoin de communiquer. On peut faire des phrases. On peut faire des phrases, on peut poser des questions. L'idée, c'est qu'on a identifié des intentions
Moi, je suis verbal, je vais pouvoir me servir d'El Picto pour, en définitive, construire une bande phrase. Je vais dire, est-ce que tu veux manger une pomme? Je vais afficher le tu, qui est l'image de l'enfant, l'action de manger, la pomme, et je vais afficher le oui et le non. Comme on pourrait le faire dans un chatbot, on va identifier l'intention et on va proposer une interface qui va s'adapter en fonction des cas. Je vais donner un autre exemple, c'est regarde la télé pendant 5 minutes, puis viens manger. Vous savez, c'est sans pitard. L'idée, c'est qu'on va s'adresser à El Picto en disant ça. On va afficher sur El Picto un logo qui montre qu'il faut regarder la télé. Pendant 5 minutes, un petit progress bar, une barre de progression qui va avancer. Et au bout de 5 minutes, on donne de l'autonomie aux jeunes. Au bout de 5 minutes, il sait qu'il peut se relever, arriver dans la cuisine pour manger. Et ça va laisser aussi un petit peu de répit aux familles qui en ont exceptionnellement besoin pour préparer à manger, pour faire en sorte d'être dans une atmosphère émotionnelle qui soit Et l'enfant autiste peut lui aussi communiquer? Exactement. On est dans une communication bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'on a une base qui est composée de 3000 pictogrammes, un partenaire qui est basé au Canada qui s'appelle Ido Picto, qui nous met à disposition cette base de 3000 pictos qui correspondent à toutes les actions, manger, marcher et ainsi de suite, et qui, en plus de ça, vont permettre de construire cette bande phrase. Et il va pouvoir construire, sur la base de 2, 3, 4 pictogrammes, sa bande qui va pouvoir exprimer sa demande, son besoin. Top chrono. 3 minutes et 20 secondes. Je vous avais volé 20 secondes, donc vous avez fait 3 minutes. Les questions du jury. Éric, d'où vient cette belle idée? Alors, ça vient de l'association Impact. Karine Montoulan, elle est directrice de l'association, elle est docteure en psychologie et elle est partie à un moment en se disant aujourd'hui, avec les smartphones, on est capable de parler au téléphone, d'envoyer des SMS sans avoir à toucher un clavier. Et pour autant, quand je dois m'adresser à un jeune qui est en situation de handicap et qui est porteur d'autisme, je suis obligé de perdre l'attention, d'aller fouiller dans des bases de pictogrammes pour construire une bonne phrase. Je perds l'attention avec un risque potentiel de perte de relationnel et d'interaction. Qui sont vos clients? Est-ce que c'est des organisations? Est-ce que c'est les familles elles-mêmes? Comment ça marche? Tout le monde. Les familles, bien évidemment, parce que la communication, elle passe d'abord par la maison. Les écoles, vous savez qu'aujourd'hui, avec les plans autisme, on a tendance à favoriser l'inclusion des jeunes autistes au sein des écoles, accompagnés par des AVS. L'objectif, c'est de donner également aux AVS les outils et aux instituteurs les outils qui vont permettre de communiquer, mais également dans les associations, chez les orthophonistes, chez l'ensemble des gens qui, à un moment donné, vont croiser le chemin de ce jeune qui a absolument, comme vous et moi, besoin de communiquer. Bravo pour l'initiative. Ça bien? Oui, bravo pour l'initiative. J'ai vu que vous fonctionnez avec une marketplace, donc c'est les gens qui remplissent automatiquement la base. Est-ce que vous avez prévu, puisqu'on fait de l'IA ici, de brancher du learning machine dessus pour que ça se fasse automatiquement? Alors, on a effectivement du machine learning qui va être lancé. On a déjà une brique d'intelligence artificielle, alors plusieurs pour dire vrai. Le simple fait de pouvoir prendre une photo avec son téléphone, de le charger dans la base, on fait de la reconnaissance d'image et on propose, sur la base des photos qu'on prend avec son téléphone, des mots-clés qui vont permettre aux familles d'accélérer et de fluidifier l'alimentation de la base de données. On se sert également de la reconnaissance d'intention, on fait du language understanding, c'est-à-dire qu'on va identifier dans le langage naturel des mots-clés et des intentions qui vont permettre de construire des interfaces dans l'application qui sont réellement adaptées. Et effectivement, on va se servir du machine learning pour proposer dans la démarche de je suis jeune non-verbal et je dois construire ma bande phrase parce qu'il est 16 heures et parce qu'on a un contexte environnemental et temporel qui est spécifique, on va adapter des propositions de pictogrammes qui sont vraiment adaptées en fonction de c'est l'heure du goûter, on va proposer quelque chose qui correspond au goûter et pas forcément le fait d'aller se coucher. Super, bravo. De quoi avez-vous besoin? Alors, d'argent. Je bon pense que oui. En fait, on est sur fonds propres sur le projet El Picto. On a eu la chance d'avoir l'intervention de la fondation John Bost, qui est une fondation pour la recherche qui accompagne des milliers de personnes depuis des années et des années dans le monde du handicap. Donc, on a eu la chance qu'ils nous aident, mais on est également à peu près de 200 000 € sur fonds propres. Et aujourd'hui, pour pouvoir développer notre commercialisation et mettre en place le staffing qui est nécessaire pour faire en sorte que ça touche le plus grand nombre, on a besoin d'argent. Voilà. Dernière question, quels sont vos marchés clés? Parce que j'ai vu que vous étiez au Canada à un moment donné. Oui. C'est quoi vos marchés clés? Oui, alors El Picto, c'est parler le langage oral, il sait parler le français, il sait parler l'anglais aujourd'hui. Donc notre marché, il est le territoire français et dans un premier temps tous les territoires anglophones, les US, le Canada, l'ensemble des pays qui à un moment donné parlent anglais, qui ont les mêmes problématiques. L'autisme ne s'arrête pas aux frontières, c'est pas comme Tchernobyl, mais dans l'idée, c'est qu'on puisse se servir d'El Picto en tout lieu, en tout temps.
On sait également, parce qu'on était au CES et qu'on a pu rencontrer des centaines de personnes, on sait que l'autisme, c'est une problématique qui touche l'Inde, qui touche le Japon, qui touche un maximum de gens dans le monde. Passionnant, mais le chronomètre. Juste une question, la dernière. Je dis Non, plus j'en rien. ai une dernière. Un petit conseil. Tout le monde a- Tout le monde a aimé. La dernière, l'avant-dernière. Anne. Vous citez en fait un éditeur dont le fondateur s'appelle Bill. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, Microsoft. On a été détecté. Alors, comme je vous ai dit, Corpus est un assemblage de Equadex et d'Impact. Equadex est partenaire de Microsoft depuis des années et des années. On a eu la chance d'être mis en évidence par Microsoft, alors au plus haut niveau, Microsoft Corp à Seattle, qui a construit une vidéo et qui nous accompagne. Corpus Solutions fait partie du programme Startup de Microsoft. Avec la fondation Bill Gates ou avec Microsoft? Non, avec Microsoft. D'accord. Michel? Il existe plein de choses pour communiquer avec des autistes. Ce que j'adore chez vous, c'est que vous avez compris qu'il fallait traduire le monde traduire moi pour l'autiste. C'est moi qui ne parle pas la bonne langue. On fait de l'inclusion inversée. Et je trouve ça vachement bien. Dans l'autre sens, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer de l'anxiété chez l'autiste, de lui donner des pictos nouveaux, de lui apporter des objets nouveaux dans un univers où il aime bien les choses qui sont routinières et qui sont bien posées? On est d'accord. En fait, le point de départ du projet El Picto, c'est que l'autiste, il peut continuer à progresser. Néanmoins, ce qui fait la réussite d'El Picto, c'est le travail qui est réalisé en association, qui est réalisé à la maison et qui est réalisé sur tous les lieux. Quand c'est en association avec des psychologues, on met en place le protocole basique de communication qui va être les 10-15 pictogrammes qu'il connaît. Et au fur et à mesure, tout ce travail, eh bien, on va venir enrichir El Picto avec de nouveaux pictogrammes. Et le fait d'enrichir El Picto au sein de cette association, on va venir rayonner sur l'ensemble des autres lieux de vie, la maison, l'école, etc., pour faire en sorte que ces nouveaux pictogrammes puissent être intégrés. Merci et bravo, je crois, à parler au nom du jury et au nom du public, Anthony. Le jury va se réunir, bravo, on vous applaudit. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Le jury va se réunir dans un endroit secret et hors micro pour déterminer quelle est la start-up qui va avoir le droit donc, au coup de pouce, au mentor et au coup de pouce financier et également de l'expertise de ce qui va se passer à Châlons. Mais vous aussi, parce que le public peut voter. Il y a le vote du jury et le vote du public. Vous devez voter et vous devez donner votre impression. Quelle est d'après vous la plus belle, la plus intéressante des startups? Il y aura un classement. Pour voter, c'est très simple, pas besoin de se déplacer. On vote en ligne. Il suffit de faire le 3615. Ça n'existe plus, c'est ça? J'ai peur que non, je crois que c'est déjà fini. Donc si vous avez un Minitel, c'est raté. Mais vous avez sûrement Internet, 697ia.com. 697ia.com. Le public, merci d'être là, merci d'avoir été là aujourd'hui. Si vous voulez faire partie du public, c'est pareil, il y a une seule adresse, 697ia pour participer physiquement à la prochaine émission. Pour la diffusion, comme toutes les émissions de 697IA, vous avez vu qu'on le répète, c'est .com, c'est tout le 3e vendredi de chaque mois. Merci à tous, merci pour votre patience, merci de nous rester fidèles, merci au public. Comme on a plein de gens à qui remercier, merci Michel, merci tout le monde. On a mis tout ça dans le générique. Voilà. Dans un instant, on met le générique. Pour le moment, je crois qu'on peut s'auto-applaudir, parce que sincèrement, on n'a pas été mauvais. Merci et bravo. Voilà. C'était chouette, c'était très intéressant pour nous. Vraiment une très bonne ambiance, on a bien rigolé, c'était un grand moment de bonheur. Quand il y a des projets et des innovations, c'est toujours intéressant. Arrête de me faire rire! Magnifique, génial, unique. C'est une très bonne expérience et c'est quelque chose à faire. C'est vivant, j'ai trouvé les gens bienveillants. Le concours a été passionnant ce matin. C'était génial. Génial. Des invités sympas, des projets sympas, et puis Jérôme Bonaldi, quel bonheur. Avec Bonaldi, c'était du bonheur. Motivant et enrichissant à la fois. Les projets étaient sympas, le public aussi, qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux? C'est une occasion, un événement, un endroit, une heure à ne pas manquer. Ne pas faire partie des intervenants de 697 IA, c'est être exclu du lieu où tout se fait. C'était vraiment extraordinaire. Quand est-ce qu'on recommence ?